excellent réveil à tous. Merci de nous rejoindre ce mardi. Ce mardi où nous retrouvons nos amis, les chroniqueurs de Bonjour d'Algérie. Ils sont trois au total. Nous retrouverons tout d'abord Guiriga Hssen Ahmed, donc, qui est astrophysicien, vous le connaissez pour les plus fidèles, ainsi que représentant aussi du ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Aujourd'hui, il nous parle sous la houlette de la casquette justement de l'astrophysicien puisqu'il nous fait découvrir l'observation de Jupiter. Aujourd'hui, on va un peu connaître un petit peu mieux cet astre avec Monsieur Guiriga Hssen qui sera parmi nous ce matin. Et puis les deux autres chroniqueurs, ce sont bien sûr Nassiba Jaïdir pour ce qui est des arts visuels. Aujourd'hui, elle reçoit deux talentueux artistes, plutôt un artiste et un architecte. L'artiste peintre Saïd Rahmani en l'occurrence, et puis Mohamed Larbi Marhoum en qualité d'architecte. Et puis nous aurons, grâce à Nassiba, l'occasion de visiter deux belles expositions abritées par deux espaces différents, à savoir la galerie Rabah Hazla et puis également une autre galerie, la galerie de l'espace Espaco. Voilà pour ce qui est des arts visuels et nous restons toujours sur le sillage des arts avec cette fois-ci le 7e art et Nabil Kitouni qui reçoit aujourd'hui le représentant et membre du Ciné-Club Cinuvert à l'occasion de leur actualité. Et puis, dans cette matinale, nous allons revenir sur la journée consacrée à l'enfant africain. Nous célébrons cette journée, cette semaine, et à cette occasion, l'ONCI a proposé tout un programme adressé aux enfants essentiellement. Nous aurons les détails de ce programme avec la chargée de communication de cette institution. Merci encore une fois d'être avec nous, mesdames, messieurs. Bon réveil et bon café au cou si vous êtes à table. Tout de suite, je vous propose de suivre un point météo avec Mina Abed avant de développer les thématiques avec nos invités. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. Bonjour Mina. Bonjour. Ça va? Ça va? Bien réveillée? Pas trop, mais ça va. Est-ce que vous êtes sorti du rythme de Ramadan? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Ouais. Difficile. Vous veillez toujours? Je veille toujours. Un sommeil comme ça saccadé? J'essaye de... Voilà, je dormais à 3 heures, maintenant je dors à minuit. Ah ben ça va, c'est On pas va mal. essayer de récupérer quelques heures de sommeil, fait. c'est excellent. Alors, que nous disent les cartes aujourd'hui, Mina? Ah ben je les vois pas encore, elles arrivent. Elles vont arriver. Le temps qu'elles arrivent, racontez-moi un petit peu, cette Aïd, est-ce que ça s'est bien passé aussi en famille? En famille, comme chaque C'était année. sympathique. Très bien, je vous ai vu. J'ai Ah regardé bon? l'émission, je Ah vous ai bon? vu. Oui, c'est vrai que premier jour de l'Aïd, on a eu des invités très sympathiques. Oui, vous étiez magnifique aussi. C'est gentil, c'est Très gentil. belle tenue. Ah ben, ça va, hein. Des petits compliments, ça va me booster pour cette matinée. La prochaine fois, ce sera mon tour. En tout cas, les cartes sont prêtes. Voilà. Et je vois des nuages au sud. Bon, Oui, beaucoup de pluie. un peu profane toujours. Ouais, Je n'y ouais. connais rien. Allez-y. Merci. Aiguillez-moi. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Et très bon réveil. Et bien sûr, la moitié nord, on notera un petit peu de brume, quelques nuages bas en début de matinée. Et puis, le ciel restera plutôt dégagé en journée, notamment à l'ouest et au centre. On notera des cumulus qui vont se former à partir de cet après-midi sur les Aurès, avec parfois quelques orages. Sur la partie sud, on notera un petit peu de pluie. Sur le Sahara central, l'extrême sud, les oasis, des pluies assez marquées, souvent accompagnées de grêles, notamment au sud de Tanarasset et Borj Badji Mourtar. Un petit peu de soleil sur le nord Sahara, la Saoura, de fréquents soulèvements de sable vers l'extrême sud, le Sahara central, le nord Sahara et les oasis. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 28 degrés à Alger, 25 degrés à Annaba, 30 à Constantine, ainsi qu'à Tizi Ouzou, Oran et Tlemcen, 31 degrés à Tiaret, 40 degrés à Ardaya, 35 degrés à Béchar, 37 à Tindouf, 44 degrés à Hassim Saoud, 43 degrés à Ilizi, en fait 45 degrés, ce sera la maximale à Ain Salah. Place tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. Eh bien, on a un ciel plutôt couvert sur la majeure partie du continent, notamment à Paris, Madrid, Lisbonne, Marseille. On a un ciel peu nuageux à Rome, Budapest, Varsovie et Berlin. Un petit peu de pluie
à Bordeaux, Londres, Berne, Prague, Bucarest et Athènes. Côté Mercure, on notera jusqu'à 30 degrés à Athènes, 29 degrés à Rome, 22 degrés à Marseille, 19 à Paris, 18 à Londres, 14 à Dublin, 17 à Bordeaux et enfin 23 degrés à Lisbonne. Place tout de suite à l'éphéméride. Et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition. Les 3 w.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. Une moyenne de 28 à 30 degrés sur les côtes, ça Au va. nord, oui. Ça peut encourager les baigneurs. Exactement. C'est bien ça. Exactement. Surtout quand il y a moins de vent que ce week-end. Ce week-end, Oui, ça a venté. beaucoup moins. C'était Beaucoup un moins. peu... Il y a beaucoup de vent. Disons que c'est une journée idéale pour aller Pour aller se baigner. Oui, Donc, moi, c'est bien. Ça me tente. ça donne Ça envie. me tente, ça donne envie, mais je ne sais pas si je pourrais, mais bon. Bah, j'envie ceux qui peuvent. Tant mieux pour eux. En tout cas, merci beaucoup, Mina. Merci je vous à souhaite vous. une excellente journée. Bonne journée. On va retrouver Nassiba dans un petit moment. Nassiba, j'allais dire, pour nous parler justement d'art plastique et de l'actualité en la matière. Mais avant, plantons un petit peu le décor avec son reportage. Un reportage consacré à une exposition collective abritée par l'espace de la Fondation Ahmed El Rabah Hasla. Et nous la retrouverons juste après avec ses invités. À la Fondation Ahmed El Rabah Hasla, l'ambiance est aux couleurs. Ils sont 41 exposants à avoir participé au concours national des arts plastiques. Parmi eux, 2 lauréats sélectionnés par un jury qualifié. Nordin Ben Azzouz de Tlemcen, qui a obtenu le premier prix. Quant au second prix, il est revenu à Saïd Rahmani, un artiste de la ville de Tiaret. Ce dernier s'est laissé guider par son imagination en mettant en lumière la vie au quotidien. Aux côtés de leurs travaux, des tableaux signés par des artistes de différentes régions d'Algérie. Parmi les exposants, des artistes représentant plusieurs générations, ainsi que des étudiants des écoles des beaux-arts. Chacun d'entre eux a participé avec une œuvre d'art. Ils ont répondu à l'appel lancé par la Fondation. Ouvert à tous les artistes et sculpteurs, ce concours vise à promouvoir les arts plastiques en Algérie. Le temps d'une exposition pour découvrir les œuvres de tous ces participants. Des participants auxquels on n'a pas imposé un thème précis. Dans ce champ de créativité, plusieurs expressions artistiques. À chacun son style, sa technique, ses outils et ses matériaux de travail. Contrastée, cette exposition nous donne à contempler des œuvres bien ancrées dans le terreau culturel algérien. Au gré des inspirations des uns et des autres, bien des émotions à partager. La peinture, c'est leur passion. Ils en ont fait un moyen d'expression et d'évasion. En aménageant leur espace plastique, ils libèrent leur force créative. Selon leur imagination, ces exposants laissent libre cours à leur créativité. En toile de fond, il y a
toute une gestuelle en action. Et dans ce champ thématique, des œuvres révèlent et interpellent. Des œuvres qui nous entraînent dans l'univers de ces participants à ce concours. Dans cet espace d'échanges et de rencontres, il y a toujours matière à voir et à découvrir, aussi bien pour les adultes que les enfants. Et la voici parmi nous, donc Nassiba Jaïdir, bonjour. Bonjour Adia, bonjour à vous tous. Et puis j'ai pas eu l'occasion de le faire, donc صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير. Ah ben c'est bien. Kol aam wa anti bkhair également, Ouais, et c'est ainsi vrai. que tes invités ce matin. Oui, bien entendu. Alors l'actualité se poursuit dans le domaine des arts plastiques. On a deux événements. Il y a eu des événements. Il y a eu la très belle exposition au niveau de l'espace d'art moderne contemporain, signée par un architecte, 25 ans et des poussières. On en saura plus dans un petit moment avec notre invité. Parallèlement à cet événement, il y a eu aussi le concours national des arts plastiques organisé par la fondation Ahmed et Rabah Asla qui s'est déroulé récemment. Donc il y a eu deux lauréats, un artiste de Tlemcen et un artiste de Tiaret. L'artiste de Tiaret est parmi nous, il était de passage sur Alger. Donc il est venu parler de son prix et de sa participation au niveau de ce concours. Alors sans plus tarder, on va présenter nos invités. Mohamed Al-Arabi Marhoum, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin et Sahaïdak aussi. Merci beaucoup. Avec un peu de retard, mais on le fait quand même. Accompagné de Saïd Rahmani. Bonjour. Bonjour et Sahaïdak. Et merci d'être des nôtres ce matin. Vous étiez de passage à Alger hier. Vous avez assisté à un vernissage de Houchen, Smaïn, à la Galerie Racine hier. Voilà, j'ai assisté au vernissage de l'artiste Ismaël Houchen, notre ami artiste, à la galerie Mohamed Rassam. Et peut-être qu'on aura parmi nous cet artiste la semaine prochaine. Oui, pourquoi pas. On a parlé de ça. Oui, le vernissage a eu lieu hier. Alors, on vient de voir le reportage que j'ai réalisé au niveau de la fondation Ahmed et Rabah Asla qui a organisé ce concours national des arts plastiques et vous avez été lauréat de ce concours. Il y a une sélection qui s'est faite par un jury. Oui, tout à fait. Les jurys sont des anciens professeurs de l'école des beaux-arts. Oui. Ils ont été toujours présents à la fondation. J'ai été sélectionné avec un artiste de Tlemcen, c'est l'artiste Ben Azouz. Voilà. Ouais. Moi, j'ai misé pour le premier prix, mais... Vous avez eu le deuxième. J'ai eu le deuxième prix. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal, bien sûr. Une chose est certaine, c'est que vous avez été lauréat de ce prix et c'est votre participation qui compte. Oui, bien sûr, parce que avoir un prix, c'est très important dans la vie de l'artiste quotidien, parce que... C'est l'illustration quelque part et une consécration, c'est toujours l'illustration d'une reconnaissance. En tout cas, bravo et mobrouk. Merci beaucoup. Et juste auparavant, vous avez je dois vous féliciter quand même. Oui, tout à fait, félicitations. Oui, avant, il y a eu le prix Mohamed Khadda aussi. Oui, le grand prix Mohamed Khadda, la wilaya de Moustaghanam, j'ai participé aussi. J'ai eu le deuxième prix aussi. C'est bien. Bravo. Peut-être qu'on peut revoir, on va demander à Hanen, la script, de revoir en image l'œuvre qui a été sélectionnée, qui a été primée pour ce concours. Je pense qu'on la voit là. On la voit. Très contemporaine. Oui. Et vous avez laissé libre cours à votre créativité là. Oui, moi je me dis toujours que je suis contemporain. Ma façon de réaliser mes œuvres. C'est-à-dire, il y a du mouvement dans la couleur, c'est beau. Oui, c'est la couleur. Ouais. Je travaille toujours. Il y a du mouvement dans la couleur, c'est très beau. Le titre de cette toile, c'est à l'intérieur.
À l'intérieur veut dire beaucoup de choses, à l'intérieur de la maison, à l'intérieur de nos âmes, à l'intérieur de... Dans la vie quotidienne Dans la aussi, vie quotidienne, c'est voilà. un petit peu le C'est quotidien, là c'est le quotidien, c'est la C'est vie ça. de tous les jours en fait. Hein. C'est ça. Alors vous êtes artiste plasticien et vous êtes aussi professeur en arts plastiques Voilà, c'est ça. à Tiaret. À terre, Dans un lycée, un collège? un collège. Un collège. Ouais. Donc vous partagez votre passion, votre amour pour la peinture avec, Avec vos mes élèves. Ouais, avec vos voilà. élèves. C'est Voilà. ça. Alors on reviendra peut-être dans un petit moment ou dans tout à l'heure un petit peu sur votre parcours et sur, sur vos projets, hein, les projets qui à venir, hein, Bien Saïd sûr. Rahmani. Merci beaucoup. Mais avant, je reviens vers vous, Mohamed Labi Marhoum. Marhoum, on a eu l'occasion de se voir et de se rencontrer juste 2-3 jours avant l'Aïd, en soirée. J'étais venue avec mon équipe à la galerie Espaco que dirige Madame Salette. Oui. Alors, 25 ans et des poussières. Belle exposition avec une très belle scénographie visuelle dans cet espace que vous aviez à cœur. Oui, bon, 25 Vous ans des tenez à cœur, poussières, pardon. ça raconte 25 ans de profession libérale, parce qu'on est une profession qui est jeune, profession d'architecte. Et donc, il me tenait à cœur de faire en même temps une petite exposition qui retrace la vie d'un architecte, mon parcours. Mais à travers mon parcours, c'est le parcours de toute une génération qui a embrassé ce métier à titre privé. Et il me semblait important qu'on puisse en parler, parce que ça fait 25 ans qu'on a fabriqué des architectes qui ont eux-mêmes fabriqué des bâtiments. Et il n'y a pas beaucoup de traces, ni écrites, ni... Et donc, il était important pour moi de marquer ce point-là et de raconter cette histoire, en même temps de raconter l'histoire de notre pays durant ces 25 ans, puisque l'exposition, il y a aussi une partie récit qui raconte l'histoire intime des projets qui se mêle à l'histoire de ce pays. Tout à fait, vous avez vos rencontres. Alors, vous êtes fraîchement sorti de l'école Polytechnique d'architecture. C'était en 87 que vous en êtes sorti. Fraîchement, vous êtes gentil. Sorti en 87. C'était tout jeune. Quand je dis fraîchement C'est que tout est frais dans la mémoire de Nasiba. Tout est frais, tout est Quand frais. je dis fraîchement sorti en 87, hein, ça remonte à très loin, mais fraîchement sorti, vous êtes entré de plein pied dans le monde du travail. Voilà, c'était mon idée quand j'ai parlé de fraîchement sorti. À peine sorti de l'école. Non, à l'époque, on était assujetti au service civil. Donc on faisait 4 ans de service civil, puis 2 ans de service militaire avant d'avoir le droit de s'installer à son propre compte. Donc vous êtes rentré de plein pied, hein, dès votre sortie. Bah oui, à l'époque, il y avait presque le plein emploi. Hein. On était en 87, on ne se posait pas la question si on allait trouver du boulot ou pas. Il y avait les institutions et les bureaux publics qui ont recruté. Les choses sont devenues un peu plus compliquées 4 ou 5 ans après avec la crise. Et c'est comme ça que ce métier est né, quand on a subi tous les ajustements structurels et qu'on a décidé finalement, au lieu qu'un certain nombre de métiers allaient passer au privé. C'est comme ça que les huissiers sont devenus des huissiers privés, que les notaires sont devenus des notaires privés et que les architectes sont devenus des architectes privés. Et votre agence, vous l'avez fondée en quelle année? 93, juste après le service national. 93, février 93, on avait encore l'autorisation administrative du ministère, mais dès 95, avec la réinstallation de l'ordre des architectes, on est devenu des architectes agréés par l'ordre des architectes, et je suis architecte agréé depuis maintenant 25 ans. D'accord. Ensuite, il y a tout un parcours. Vous aussi, vous avez été lauréat de plusieurs prix, 3 prix, Oui. C'est vrai que 3 de mes œuvres ont reçu, j'allais dire, l'approbation et la distinction de mes confrères. En 99 avec un bâtiment pour la CNEP qu'on a fait à Sétif. Puis en 2004 pour un bâtiment pour un autre établissement financier public à Alger. Et dernièrement, en 2012, pour le petit bâtiment qu'on a réalisé au 18 rue l'Arbi Ben Mehdi, qui s'appelle l'Historial, c'était en 2012. C'est toujours une grande fierté de voir son travail récompensé. Ça, je veux dire, pour un architecte, c'est assez important. Un quart de siècle d'architecture, mais jalonné par beaucoup de réalisations, aussi bien à Alger que dans d'autres wilayas du pays. Oui. Et dans tous les domaines. On a une compétence territoriale, donc on est amené à travailler dans tout le pays et sur tous les sujets. Et donc ça nous permet, de voir plusieurs réalités dans certaines villes, manière de faire, manière de construire, de rencontrer des gens, et puis
voilà, d'essayer d'être au bon endroit et de faire les choses correctement là où il faut le faire. Il y a toute une équipe de jeunes aussi qui travaillent avec vous. Oui. Il y a des passerelles, j'ai fait le choix il y a une dizaine d'années de m'entourer pratiquement de 60%, d'avoir un noyau dur d'anciens. Il y a des gens qui bossent avec moi depuis bientôt 15 ou 16 ans. Et j'ai toujours un turnover de jeunes qui passent à l'agence, qui font leur stage, puis qui restent 2 ou 3 ans. Pour ceux qui veulent rester, ils restent, mais souvent je les invite à aller vivre leur vie d'architecte et donc je les pousse dehors pour essayer qu'ils prennent eux-mêmes un certain nombre de responsabilités par rapport à leur destinée. Mais c'est vrai que notre agence, elle fonctionne avec pratiquement 60 ou 70% de jeunes. Donc c'est assez vivifiant et puis il y a aussi ce sentiment de transmettre. Quoi. De transmettre comme on vous a transmis à vous aussi. Il y a vos professeurs, des professeurs qui sont passés par l'EPO qui vous ont marqué aussi, j'imagine. Oui. Tels que, par exemple il y a un grand monsieur, il y a 2 ou 3 personnes. Il y a Jean-Jacques Deluz qui n'est plus parmi nous, qui m'a été mon prof en dernière année et qui avait cette capacité de vous laisser 3 ou 4 mots qui vous servent toute la vie. Et il y avait aussi un très bel ouvrage aussi qui raconte l'histoire des monuments, des immeubles d'Alger. Exactement. Qui est signé de Deluz. Voilà, qui est signé de Deluz. Je crois que c'est l'un des rares. L'un des rares qui s'est intéressé au bâti, justement. Voilà, qui raconte l'histoire de l'Algérie contemporaine. Il y a un monsieur comme Chérif Hamouche qui était prof d'histoire d'architecture et qui nous a expliqué que l'architecture, c'était pas seulement monter des murs et placer des fenêtres, mais qu'on avait quand même un rapport à l'intellect, un rapport presque au divin, un rapport à la spiritualité et à l'esprit. Et donc quand tu rencontres des personnes comme ça, tu comprends mieux à quoi peut servir ce métier, et ce métier devient tout de suite intriguant et passionnant. D'accord. Et vous résumez tout ça dans... Oui, allez-y. C'est juste, je suis curieuse, il a été primé pour 3 ouvrages. L'un d'eux est à l'Arabie Belmehidi. Oui. Moi, je voulais juste savoir comment réfléchit un architecte lorsqu'il se place dans un tissu urbain qui a déjà un cachet, une identité. Vous amenez quelque chose de nouveau et comment vous faites? Parce que c'est une œuvre aussi. C'est une vraie question. 2, c'est encore un peu plus compliqué pour moi parce que je suis le neveu de l'Arabie Belmehidi. Donc, je suis touché de près comment passer de la rue d'Izli à la rue l'Arabie Belmehidi. C'est une question qui est doublement complexe pour moi. Et effectivement, c'est poser le problème de quel regard on pose sur ce patrimoine qu'on a souvent appelé patrimoine colonial, qu'on appelle depuis une dizaine d'années patrimoine 19e. Donc, sémantiquement, c'est un peu plus différent. Et il était important pour nous de fabriquer quelque chose qui en même temps s'intègre, parce que je pense que comme c'est une dent creuse, on devrait poser quelque chose. On va essayer de le montrer dans un petit moment, parce qu'on a la photo. On a la photo. Je ne sais pas si je vais arriver à vous... Allez, un petit effort. Allez, hop. Là, on y est. C'est pas grave, j'ai fait tomber quelqu'un, mais c'est pas grave, on va essayer de le montrer. En plein rue l'Arabie Belmehidi. C'est un bâtiment qui était destiné à recevoir une activité culturelle qui, malheureusement, après, a été dévoyée de son usage initial. J'espère qu'il le retrouvera. Mais c'est une véritable expérience intellectuelle dans la mesure où se pose la question de comment on doit construire dans des sites patrimoniaux. Et l'exercice qu'on a exécuté à ce niveau-là, je pense que c'est grossièrement la même problématique qui se pose pour la Casbah. Tout à fait. S'il faut reconstruire, est-ce qu'il faut reconstruire à l'identique? Est-ce qu'il y a un esprit à garder et on peut mettre des choses qui sont contemporaines? Je pense que cet exercice-là est assez intéressant et pose la problématique de comment on doit reconstruire dans des sites patrimoniaux. Tout à fait. Et puis, il y a eu la même expérience, c'est renouvelé au niveau du Télémini. Il y a une très belle bibliothèque communale. Oui, un petit objet, une espèce de petit porte-clés, un petit porte-clés sympathique que les gens ont adopté. Avec une peinture de... Voilà, puisqu'on a mis cet artiste-là. Je dis souvent de cette bibliothèque que j'ai accroché un tableau de Mondrian sur les hauteurs d'Alger. C'est excellent. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que, ça, c'est important que les gamins qui soient là soient pris toute la journée par la couleur, par la lumière, parce que je me dis qu'il y a toujours quelque chose qui reste, parce que nos gamins sont des éponges.
Et il vaut mieux qu'ils grandissent et qu'ils vivent dans des espaces comme ça. On le voit ici, mais je ne sais pas si notre caméra woman pourra. Non, c'est trop petit. C'est trop ça? petit. C'est Mondrian? C'est la petite, voilà, C'est ça, la c'est petite Mondrian. bibliothèque, oui, Voilà. à côté Mais, du commissariat. Ouais, je le connais, mais je ne savais pas que c'était vous l'auteur. Maintenant, je suis ravie de savoir parce que à chaque fois que je suis passée à côté de cet ouvrage architectural, je souriais. Et voilà, je disais, oh, c'est pas mal. Je me disais, ah, il y a quelqu'un qui a quand même une touche artistique. Il a pensé une référence universelle pour un bâtiment à Alger, c'est pas mal. Très belle bibliothèque, voilà. Moi aussi, je ne savais pas. On ne peut pas me faire un plus grand compliment que d'avoir ce genre de pensée pour un bâtiment. Jusqu'au jour où je l'ai eu plusieurs fois, je suis passée à côté. Tout à fait, on ne peut pas rater cette œuvre, cette belle œuvre. Alors, on ne va pas en dire plus, Radia. Oui, on va découvrir l'ensemble. L'ensemble, cette exposition, 25 ans et des poussières, 25 ans et des poussières. Une exposition signée par Mohamed Larbi Marhoum, qui est parmi nous ce matin. Donc, on va aller découvrir. Je vous invite à découvrir ce reportage. « 25 ans et des poussières », c'est l'intitulé de cette exposition. Dans cet espace d'art moderne et contemporain, Mohamed Larbi Marhoum nous entraîne dans son univers. Un parcours, une signature dans le monde de l'architecture. Un parcours rythmé par de nombreuses réalisations à Alger et dans d'autres villes du pays. Des réalisations et des rencontres pour cet architecte très engagé dans son métier. Aujourd'hui, il a voulu revisiter son œuvre et mettre en partage sa passion. Pour moi, une exposition, c'est d'abord une rencontre. Une rencontre entre une œuvre et un propos, entre un propos et une période qui séduit le public. À travers cette expo, Larbi Marhoum et moi-même, nous avons voulu offrir 3 choses aux visiteurs. Donc un partage de valeurs, une expérience et un enseignement. Aussi, une exposition, c'est aussi le lieu d'expression. Donc c'est pour cela que nous organisons donc, des rencontres. C'est aussi un témoignage de 25 ans d'un métier nouveau qui s'est institutionnalisé il y a à peine 25 ans, sur lequel on n'a pas beaucoup de retours, pas beaucoup de témoignages. Donc je parle au nom d'une génération qui a pris ce métier à bras-le-corps. C'est le métier d'architecte libéral, privé, qui signe des projets. Et c'est aussi une manière de raconter l'histoire de mon pays, parce que en plus des dessins, il y a l'histoire intime des projets qui se mêle un petit peu avec l'histoire de ce pays. Donc on voit que ce métier est un métier d'ancrage dans une réalité économique, politique, sociale, culturelle. Dans chacune de ses réalisations, cet architecte a laissé son empreinte. Un quart de siècle d'architecture bien rempli, avec beaucoup de souvenirs en mémoire. Homme de terrain, il a travaillé sur de nombreux projets, pour ne citer que la bibliothèque de proximité du Télémli ou l'historial de la rue Larbi Ben Mhidi. Cet architecte et urbaniste a été 3 fois lauréat du prix national d'architecture. Avant d'entrer dans le monde du travail, Marhoum a étudié à l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme. C'est un monsieur, c'est un homme qui honore le métier d'architecte. C'est quelqu'un qui a une très haute opinion de son métier. C'est vraiment un témoin et un acteur de la vie. C'est un citoyen avant tout et un amoureux d'Alger et qui fait un travail de très très grande qualité. À Espaco, cet architecte nous retrace son parcours personnel. Des maquettes exposées, des photographies, des croquis, des notes pleines d'humour, des récits de ses rencontres
et de ses moments passés sur des chantiers et sur des projets. Des chantiers en construction où il a suivi étape par étape tous les travaux. Architecte, un métier où Marhoum s'est toujours montré créatif. Il dessine ses plans, conçoit, supervise la construction, tout en conseillant et en étant à l'écoute de sa clientèle. C'est un des rares architectes qui peuvent maintenant exposer tout leur travail sur 25 ans en n'ayant jamais dévié de ce qu'il était et de ce qu'il est encore et de ce qu'il sera probablement. Voilà, c'est du beau travail. C'est du beau travail, y compris dans la présentation. Pour une meilleure lecture de nos paysages urbains, un événement culturel fort intéressant. Une exposition qui permet au grand public de découvrir et de promouvoir le patrimoine architectural de l'Algérie, tout en donnant une visibilité à ce noble métier. Mohamed El Arbi Marhoum, un nom, une œuvre, une signature. Et voilà, on a eu l'occasion donc de parcourir, de surfer un petit peu à travers cette belle exposition. Oui, réalisée aussi et moi parallèlement, j'avais un œil sur le reportage, un œil sur le catalogue qui accompagne cette exposition. Il y a toute une équipe qui a travaillé avec vous pour le montage de cette exposition. Oui, il y a une équipe déjà d'architectes qui sont mes collaborateurs, de jeunes architectes. Il y a aussi beaucoup de stagiaires, comme les étudiants doivent faire un stage dans une agence d'architecture. Donc cet été, on a pris pratiquement une quinzaine de stagiaires qui sont restés à l'agence, qui ont bossé sur l'expo pendant près d'un mois ou un mois et demi. Et donc, ça fait voilà, c'est aussi ça l'utilité de faire ce genre de manifestation, parce que ça ramène beaucoup de monde autour d'un sujet qui est l'architecture. Donc il y a eu des étudiants d'architecture et des architectes confirmés. Oui, qui ont bossé sur cette expo, plus quelques collaborateurs extérieurs qui nous ont donné des idées, qui nous ont drivé, comme Sihan Farhaoui qui a géré toute la partie rigueur. Commissaire d'exposition. Voilà, parce que là on est un peu tête en l'air, donc c'est elle qui mettait les deadlines et qui en tout cas, une belle scénographie, dans une très belle scénographie. L'espace est magnifique. Oui, aussi. Et l'espace est magnifique aussi. Franchement, on a eu l'occasion de réaliser des reportages dans cet espace. Franchement, il est magnifique cet espace. Un espace d'art moderne et contemporain qui répondait aussi à vos préoccupations. Absolument. Et qui était en harmonie avec ce que vous avez exposé. Peut-être un petit mot sur puisque vous avez suivi avec beaucoup d'attention le reportage, Rahmani. Oui, bien sûr. Comme j'ai déjà parlé avec M. Mohamed avant, être un architecte, c'est bien, c'est l'art toujours. Oui. Comme on a parlé concernant l'art moderne. On est cousins, dans nos préoccupations et nos métiers. Absolument. Un architecte maîtrise à la base le dessin. Il faut être un bon dessinateur. C'est sûr. Il y a un peu de ça. Pas forcément un type comme Courbut dessiner comme un pied. C'est-à-dire qu'il faut avoir une capacité de conceptualisation. C'est le plus important. Et être créatif aussi. Il faut se montrer créatif aussi. Oui, il faut inventer des solutions, mais on n'invente pas grand-chose. L'histoire nous renseigne sur un certain nombre de solutions qui existent déjà. Je vois qu'il y a derrière de très très belles images d'Alger. Et je pense que si on devait... Voilà, tout ça, c'est une source d'inspiration pour l'architecte algérois que je suis. Donc ce que je vais inventer, c'est un tout petit plus qui s'inspire de tous les bâtiments que je vois en arrière-plan. C'est ça, c'est-à-dire on est dans un des métiers où on fabrique quelque chose de nouveau, mais on fabrique aussi de l'histoire. Voilà. Et c'est assez... Tout à fait, et vous donnez un sens au bâti, qu'il soit administratif, économique ou pour besoin d'habiter. Voilà, il faut fabriquer du sens en fait. Il faut fabriquer du sens. Lui, il le fait à travers la toile. Moi, j'essaie de le faire à travers de mes bâtiments. Et le volume, voilà. Vous dessinez avec du volume. Voilà, et puis son expression esthétique, comment il est vécu de l'intérieur, quel est son rapport avec la ville, de l'extérieur, de l'intérieur. Parfois, ce n'est même pas la ville. Quand on voit l'Rsor, par exemple, on est dans un espace. Voilà, c'est carrément un paysage et c'est un graphisme sur un paysage carrément qu'on peut voir et c'est beau. Il y a tout un environnement qui a été
étudié. Donc le bâti, c'est pas uniquement des formes réductibles. Absolument pas. Uniquement l'architecture n'est pas réductible uniquement aux formes. Ni à la fonction, ni à la forme, c'est tout ça en même temps. Tout un environnement. Bien sûr. Et vous êtes aussi sur d'autres projets. On a vu le reportage, donc ce qui a été réalisé, les projets. Il y a eu même des projets annulés aussi. Hein. Ah oui, on en a. C'est pratiquement la majorité des projets qu'on a exposés sont des projets soit refusés, soit annulés. Et ça, c'est plus à l'intention de jeunes architectes et des étudiants qui doivent comprendre que c'est un métier qui s'installe dans la durée, que sur une vingtaine de projets qu'on dessine, on en gagne quelques-uns et on en réalise encore moins, pour un peu leur inculquer cette idée de la persévérance et de l'installation dans le temps. Le temps, c'est en même temps l'ennemi de l'architecte, mais c'est en même temps... On a un rapport au temps qui est différent quand on est architecte. Absolument. Justement, je pense au projet de Skikda, le projet touristique. Oui. 2010, hein, on est en 2019, il s'étend sur 10 ans. Oui, pratiquement. Voilà. C'est quand même 130 000 m² de plancher. Donc, bon, il y a eu quelques retards qui sont dus aux conjonctures habituelles qu'on a sur les projets. Mais ça reste quand même une expérience intéressante parce que, c'est le plus grand projet touristique, fait par une autorité publique, hein, parce que le fonds d'investissement est un fonds d'investissement public. De cette taille, on n'en a pas fait depuis les fameux projets de Pouillon et de Mahawi, ministre du Tourisme des années 70. Et justement, je tenais à reprendre l'histoire du tourisme algérien là où elle s'est arrêtée, avec les travaux de Pouillon et les travaux de cette vision-là des années 70, et surtout pour essayer d'apporter un correctif aux politiques du tourisme qu'on mène depuis les années 90 et qui me semble être à côté de la réalité et à côté des... Voilà, c'est-à-dire on avait une manière de faire du tourisme qu'on a abandonnée pour aller chercher une manière un petit peu à la Costa Brava des années 70. Et ce projet-là, il essaye de donner un peu une orientation pour revenir à un tourisme qui soit plus proche des territoires, plus proche des logiques locales et qui ne soit plus des parkings à hôtels. Donc c'est en même temps un nouveau projet, mais en même temps une espèce de manifeste, quoi, pour essayer de dire on faisait des choses différemment et bien dans les années 70, il n'y a pas de honte à y revenir. Et il sera réceptionné en quelle année, ce complexe? C'est en bonne voie? C'est en très très bonne voie. C'est en très très bonne voie. Je pense qu'on devrait ouvrir à l'été 2020. 2020, Inch'Allah. Donc là, on est en phase de finition, on est en phase de recherche de professionnels pour l'exploitation, parce que c'est pas tout de construire un complexe touristique. Il faut avoir la ressource humaine pour le gérer de bout en bout, pour poser des procédures de gestion. Et là, je pense que le maître d'ouvrage est en train de chercher quelle est la meilleure formule et quelles sont les équipes les plus compétentes pour pouvoir gérer. Voilà. L'école des Beaux-Arts a eu plusieurs générations de designers qui ont été diplômés. Est-ce qu'ils sont intégrés dans pareil projet? Est-ce que vous pensez à intégrer des diplômés, designers, aménagistes dans ces projets-là? On y pense. D'ailleurs, pour le projet de Skikda, j'avais en tête de proposer aux maîtres d'ouvrage d'intégrer des designers, des sculpteurs, parce qu'on a beaucoup d'espace public et tout. Mais après, ça devient de plus en plus compliqué dans la réalité. Il faut dire qu'on est dans des métiers qui sont nouveaux. Les rapports aux maîtres d'ouvrage ne sont pas tout à fait rodés. La notion d'indépendance intellectuelle, de maîtrise d'œuvre, on finit par la partager avec le maître d'ouvrage. On ne travaille pas dans les mêmes conditions qu'ailleurs. Et donc nous-mêmes, on essaye d'aller jusqu'au bout d'un projet en gardant l'intégrité du projet, l'intégrité de notre œuvre. Après, certains maîtres d'ouvrage sont ouverts. Là, je suis en train de travailler avec Feriel Guesmi pour le compte d'un maître d'ouvrage privé et ça se passe très bien. Mais ce n'est pas encore automatique. On est loin du 1% artistique qui se pratique ailleurs. Mais j'appelle de tous mes voeux à ce qu'on installe dans tous les budgets 1% artistique qui serait ouvert aux artistes, qui serait ouvert aux peintres, aux designers, aux sculpteurs, pour pouvoir faire une œuvre complète et surtout faire exister l'art algérien dans nos bâtiments, aussi bien institutionnels que privés.
D'accord. Alors ce parcours, 25 ans et des poussières, a été aussi jalonné par de belles rencontres. Il y a eu de belles rencontres tout au long de cette carrière et vous en parlez dans cette exposition Mohamed Al-Arabi Marhoum. Il y a eu de belles rencontres. Oui. Non, c'est un métier qui est transversal. Je veux dire, ça aussi, je voulais un peu le montrer au travers de l'exposition, au travers des textes que j'ai eu le plaisir que mes amis ont écrits. C'est juste pour dire qu'en bout de compte, on est plus dans les sciences humaines que dans les sciences techniques, les sciences humaines et artistiques. Donc on finit par être très intéressé par les questions de sociologie, par les questions de politique, par les questions de journalisme, par les questions de musique. Et donc c'est des métiers qui vous ouvrent sur toutes ces disciplines-là. On n'est pas des techniciens. La partie technique est une partie infime et presque, ce serait grave que je dise insignifiante. Mais vraiment, l'architecte n'est pas uniquement là pour poser des murs qui tiennent droit. Je veux dire, ça, c'est le métier du maçon ou de l'ingénieur que je respecte énormément. Mais on est vraiment là pour brasser large et pour produire du sens. En tout cas, il y a de très beaux témoignages. J'ai eu le plaisir de lire tous ces récits. Enfin, oui, c'est vrai que le catalogue est articulé en plusieurs chapitres, dont l'un est dit « Ils ont dit ». Ils ont dit. Et puis ils ont vu aussi. Ils ont vu, alors vous allez en parler, Nassiba. Ils ont vu aussi. Hein, donc, il y a aussi un hommage qui est fait de votre part aux personnes que vous avez connues et qui ont quitté ce monde. Il y a ça aussi. C'est en dernière partie, j'avais écrit quelques textes pour des personnes qui ont compté pour moi. C'est notamment pour Jean-Jacques Deluz, pour Younes Maïza et pour Hamidou Guadfel. Et aussi, à propos de cette histoire d'Ils ont vu, c'est j'ai invité des photographes à poser leur regard sur des bâtiments. Entre autres, Amar Bourras. Amar Bourras, Youssef Khash et Hamid Marhoum, qui se trouve être mon fils. Et c'est pour croiser le regard d'un photographe et le regard d'un architecte, parce que j'estime aussi qu'on fait des métiers qui sont des métiers de cadrage, des métiers de point de vue privilégié, des métiers de mise en perspective. Et donc on a cette relation au regard. Et je voulais croiser mon regard sur mes bâtiments et leur regard. Et ça nous a permis de faire des petites expositions photos pour les photographes. Et un coffret d'ailleurs. On a fabriqué un petit coffret de cartes postales. Un petit coffret pour les gens qui veulent garder un souvenir de cette exposition. Et mémoriser cette exposition. Absolument, parce que c'est important. L'exposition, elle va se terminer peut-être dans une semaine ou 2 semaines. Oui. Bon, il y aura quelques souvenirs qui resteront en mémoire, mais là, une chose est certaine, c'est que les visiteurs repartent avec un catalogue, un petit coffret. Quelques cartes postales, un coffret, voilà. Et ça reste tout un jeu de cartes postales aussi belles les unes que les autres. Voilà, on va essayer de les... Là, vous aviez entre les mains la bibliothèque communale. La bibliothèque communale. Télémi. On est à l'Arbi Ben Mehdi. Oui, l'historien. Et puis, il y a même des croquis. Des croquis, c'est croquis d'architectes, ça sont mes croquis à moi. Donc, il y a 4 ou 5 croquis, 4 ou 5 photos par photographe. Ça, c'est quoi? Ça aussi, c'est des dessins d'architecture qui sont assez artistiques. Pas mal. Bon, mais en fait, vous avez pensé à tout dans cette exposition. Ça, c'est un regard que j'aime bien beaucoup. Réfléchi. On a essayé de faire un événement qui soit dense. Donc il y a des rencontres, il y a de la photo, il va y avoir du cinéma le 15 ou le 16. Il y a eu des conférences aussi. Il y a des conférences qui se font. Tout au long du mois du Ramadan. On en a fait 2, il reste encore 3 à faire. 3 à faire. Donc l'expo, elle se poursuit jusqu'à quelle date? Jusqu'au 18. Jusqu'au 18. Et on a 3 encore rencontres, le 13, le 15 ou le 16. Le 13, c'est pour la maîtrise d'ouvrage. Le 15 ou le 16, on n'a pas encore arrêté la date. Où j'invite les photographes et j'invite mon ami Béchir Draïs à venir nous parler de cinéma. Et on clôture le 18 avec la sortie d'un ouvrage qu'on a coécrit avec un ami d'Oran, un enseignant-chercheur. Ok. Saïd Ahmani, vous qui êtes de passage à Alger, il ne faudra pas rater l'occasion d'aller faire un petit tour à Espaco. Hein? Oui, pourquoi pas, ça fait un plaisir pour moi. Vous connaissez cet espace ou vous êtes parti? Vous connaissez l'espace? Je n'ai pas encore participé, mon ami Judith Gessouma, elle m'a invité pour passer. Mais j'ai pas eu l'occasion de passer, mais c'est une belle occasion pour découvrir cette exposition, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, hein, en fait. Le 18, le 18, c'est dans une on a semaine. l'espoir de la faire tourner en Algérie si on trouve des espaces courant 2019. À Constantine, magnifique. Je lance un appel à tous ceux qui ont un espace qui peut accueillir l'expo. On est prêt à prendre en charge. Les photos sont très belles en tout cas. Ce sera une exposition itinérante. J'aimerais bien si on trouve les espaces et un tout petit peu de sponsors pour faire transporter les œuvres. Et puis donner une meilleure visibilité au métier d'architecte, ce noble métier d'architecte, je dirais. Absolument.
Alors, on revient vers vous, Saïd Rahmani. On parlait, vous avez été primé à plusieurs reprises. Vous êtes artiste, je le rappelle, artiste plasticien, professeur en arts plastiques. Oui. Donc, un parcours jalonné aussi par des expositions personnelles et collectives. Et il y en aura une dans pas longtemps. Vous allez participer à une expo. J'ai cru on vous entendre dire que vous aviez un projet d'exposition. Oui, bien sûr. Comme vous m'avez dit, on programme une exposition à la Fondation prochainement. Toujours à la Fondation? Oui, toujours à la Fondation. Avec d'autres artistes? Mais c'est une exposition collective. Oui. Avec des artistes algériens comme monsieur l'artiste Demis, de Annaba, oui. Ma chère femme aussi. Ah, votre épouse aussi, Oui. on le rappelle, elle est artiste, Oui, Hadjira. Oui, Hadjar, voilà. Ouais. Et Smara Mohamed et aussi l'artiste. Voilà. On a eu le plaisir de recevoir ensemble il n'y a pas longtemps. La fois passée, oui. Et l'artiste Taïeb. Taïeb Labbès. Voilà. Et aussi, je prépare mon exposition individuelle à la galerie Mohamed Rassim toujours. Mohamed Rassim aussi. En mois de septembre, Inch'Allah. Septembre, d'accord. Voilà. Et en matière de prix, vous m'aviez dit aussi, vous avez été primé à l'étranger aussi? Oui, j'ai été primé à l'étranger. J'ai participé au grand concours d'art plastique à l'Arabie Saoudite en 2013. J'ai eu le prix de nommé Abdallah Al-Ghosbi. J'ai été sélectionné parmi peut-être 1200 artistes. Ouais. Ça m'a fait un grand plaisir de l'être. Aussi j'ai participé aux autres prix comme le prix Abou Chanab à Amdiya. D'accord. Aussi le prix de Soumoula Dhahabia, le grand prix à Sétif en 2016. Aussi j'ai été sélectionné parmi les jeunes artistes sélectionnés par l'organisation, la Banque Société Générale. Oui, qui organise chaque année un concours. Chaque année un concours. J'ai participé 2 fois, j'ai été sélectionné, oui. Ça vous en fait des prix, hein? Mais les œuvres de Rahmani interpellent, elles sont riches, que ce soit sur le plan de la texture, de la matière et de la couleur. Et il a une vision très très particulière. Très moderne. Des choses. Très moderne. Il fait appel à son imagination. Et à une perspective. Pour rester dans le jargon de l'architecture, la perspective est très présente. On a gagné un concours pour construire un lycée à Tiaret, qui va être un lycée assez particulier par rapport à ce qui se fait. Et ça serait super intéressant qu'on puisse bosser ensemble sur un certain nombre d'espaces. Ouais, pourquoi pas. Ah bah c'est magnifique. Ça fait un grand plaisir. Je lance un appel au maître d'ouvrage qui est la direction des équipements publics pour qu'on ouvre un chapitre de collaboration sur ce projet. Inch'Allah, pourquoi pas. Voilà, je vous le disais à plusieurs reprises, Bonjour d'Algérie, notre émission, c'est un espace d'échange et de rencontres aussi, puisqu'ils ont fait connaissance aujourd'hui. Voilà. En tout cas, messieurs, ça a été un plaisir que de vous recevoir, Mohamed El Arbi Marhoum. Votre exposition, donc je le disais, elle se termine, elle se poursuit jusqu'au 18. Jusqu'au 18. Et d'ici là, on organise 3 rencontres. Une le 13 pour parler de maîtrise d'ouvrage de qualité. Une le 15 ou le 16 pour donner la parole aux photographes et aux réalisateurs cinéma. Et on termine le 18 avec la sortie du livre que j'ai, un livre d'entretien que j'ai fabriqué avec mon ami Habib Benkoula Doran, qui s'appelle Palabres algéroises. D'accord, très bien. Super. Ben voilà. Okay. Alors, 2 très belles rencontres en perspective encore une fois. Merci beaucoup, Nasiba. Je vous en prie, Saïd Rahmani. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, on se retrouvera pour la prochaine expo collective à la Fondation Asla. Inch'Allah. Et félicitations encore une fois pour votre prix. Merci beaucoup. Et on quitte l'espace mosaïque tout en douceur avec Nour El Houda Bouzgaou qui nous emmène à la rencontre d'une artisane spécialisée, qui s'est spécialisée dans les ouvrages en vitrail. Voilà, je pense qu'elle maîtrise l'art du vitrail et le détail. C'est tout de suite dans ce reportage. La blancheur intense de la céramique, des couleurs chatoyantes mises en valeur par des floralies particulièrement. Tout un patrimoine exprimé par les mouvements gracieux du pinceau tenu par les mains d'Eliakout. L'âge très tard que j'ai découvert que j'aime cette passion parce que je ne sais pas, c'est dans ma famille, il y a mon frère qui aime le dessin, mais avant j'ai pas su que j'aime
vraiment le dessin. C'est à un certain âge que j'ai commencé à découvrir le dessin sur verre. C'est une passion vraiment qui m'a, enfin le verre qui m'a attirée parce que c'est transparent et c'est beau à voir. Et tellement c'est transparent qu'on aime. C'est-à-dire le fait, on arrive à voir tout. C'est-à-dire c'est pour ça que j'aime toujours le dessin sur verre, etc. Le dessin sur verre obéit à plusieurs techniques, allant du remplissage au one-stroke, des techniques toutes gracieuses les unes que les autres. La technique, j'aime vraiment, c'est le one-stroke, c'est une technique américaine. C'est le pinceau avec deux couleurs et on arrive à dessiner pas mal de choses avec. Mettre en valeur le patrimoine par des photos anciennes ou autres photos réelles sur support verre ou céramique est aussi possible. La technique du collage est un autre savoir-faire dans l'art du vitrail. Le découpage, c'est le papier de riz. Et ça, c'est une technique que j'aime vraiment parce que ça complète aussi, c'est-à-dire avec une peinture. C'est-à-dire on ne peut pas le faire tout seul. C'est-à-dire il y a toujours une peinture qui le complète le travail tana, l'objet, l'icône fait le papier. Mais pour l'Yakout, la porcelaine et la céramique restent les deux supports les plus prisés par ses pinceaux et ses créations. Ces deux supports lui permettent d'exhiber l'orgueil de la femme, à savoir son amour pour la vaisselle et les objets de décoration. Ce que je préfère, c'est toujours la céramique ou la porcelaine. Bien sûr, le verre aussi, mais beaucoup plus, c'est la porcelaine. La porcelaine, parce que c'est facile à travailler, et puis c'est beau. Et surtout la vaisselle, c'est qu'est-ce que j'adore. Parce que c'est des trucs qu'on utilise quotidiennement. Et on a des gens qui préfèrent personnaliser leurs objets et aussi faire des cadeaux. Personnaliser, il n'y a pas mieux, avoir une pièce unique pour offrir, etc. C'est-à-dire, on arrive à satisfaire les gens de cette façon-là. C'est-à-dire, nous en Algérie, on n'a pas l'art fait bladna, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi un objet ou là qui personnalisé ou là un truc unique, une pièce unique. C'est-à-dire, on essaie toujours d'attirer les gens, premièrement par la vaisselle, parce que les femmes algériennes, elles aiment toujours la vaisselle. Et puis, on commence à leur montrer d'autres objets, nos souvenirs. Cela dit, selon Yakout, même si la porcelaine et la céramique sont de très beaux supports, si le mariage de couleurs ne suit pas, le final ne sera pas satisfaisant. On ne peut pas choisir les couleurs parce qu'on aime ces couleurs-là, non. C'est vaste et puis on devrait voir les gens, qu'est-ce qu'ils préfèrent aussi. Mais aussi savoir marier les couleurs. Si on n'arrive pas à marier, on n'arrive jamais à avoir un objet parfait. C'est-à-dire même si les gens nous demandent des couleurs qui ne marchent pas, on ne peut pas les faire. C'est-à-dire on doit choisir les couleurs qui nous arrangent et qui donnent un truc bien fait, la peinture bien sûr. Faire un tour chez l'Yakout reste une véritable partie de plaisir où le savoir-faire, la création et l'utilité se conjuguent au présent de l'offrande. De très beaux objets que nous propose justement cette dame, Yakout en l'occurrence, qui est un peu plus spécialisée en céramique, je le vois, et traitement de la porcelaine. Donc c'était un reportage de Nourhouda Bouzgaou et sans plus tarder, nous allons retrouver mesdames et messieurs Nabil Kitouni pour la rubrique cinéma. Moi j'adore ce jingle. Bonjour Nabil. C'est pour ça. Bonjour Sahaïd. On est tous tout de suite transportés dans un film. Là. Tarantino. Eh oui. Ça va Nabil? Ça va, très bien, très bien. Sorti du rythme du ramadan, pas encore? Pas encore. La fatigue encore, mais pas... Tu vois, je suis encore fatigué. Quoi. Ça se voit pas l'antenne, ça se voit pas, c'est dedans. Nous recevons pour la énième fois, pour pas dire la 20e fois, notre ami Khalil Medani. Oui, avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Et tout de suite, la première question. Le bilan.
pendant le mois du Ramadan. Bon, non, mais ceux qui nous rejoignent à l'instant ne savent pas qui est Khalid, quand même, on va le présenter. Tellement nous l'avons reçu, je fais partie des meubles. Je faisais partie des meubles, ça y est, pour moi, c'est des meubles. Khalid Madani, l'un des gérants, l'un des fondateurs, cofondateurs du club, des clubs Sinuvert. Sinuvert, voilà. Bonjour Khalid, on va faire genre, on ne se connaît pas. Bonjour Khalid. Bonjour Nabil, merci pour l'invitation. Alors, le bilan de ce mois de Ramadan. C'était un mois assez chargé, bon, pas trop non plus, mais comme prévu, on a fait un mois autour du cinéma algérien en général. On a eu une ouverture avec un jeune réalisateur dont on a présenté le travail, 4 courts-métrages. Islam Groui, il a fait la présentation de son travail. Les gens ont répondu présent, ils ont apprécié, il y a eu... Un public réceptif par rapport au film, au long-métrage, je dirais, algérien? Oui, assez, énormément même. Je dirais qu'il n'y a pas cette image qu'on avait d'avant d'un public qui ne cherchait pas après le cinéma algérien ou tout ce qui est travail, même amateur, hein, pas uniquement professionnel. Et quel est le film qui sort du lot, c'est-à-dire le film qui a été plus ou moins, je dirais, bien reçu, apprécié par le public algérien? Alors, apprécié par le public algérien, c'est une nouvelle série de reportages qui s'appelle Hirafi. J'ai entendu parler de ça. Voilà, ça a été réalisé par l'équipe Mkouk. Oui. D'ailleurs, c'est une sorte de web-série qui est diffusée chaque samedi sur leur page Facebook. Ils ont fait la présentation des 6 premiers épisodes et le public a franchement adoré parce que la série, elle est tournée vers le côté artisanal. D'accord. Elle s'intéresse à plusieurs artisans qui ont un artisanat qui est assez rare, comme un souffleur de verre, un fabricant d'instruments de musique et tout. Donc, et là, le public a répondu présent, ils ont adoré, même le débat était assez fourni. C'était une découverte pour eux, c'est-à-dire c'était une bonne découverte visuelle, plus, je dirais, ce qui était mis en avant, le propos, et voilà. Le côté artisan. Ça a allié entre tout ce qui est technique, parce qu'il est très très bien tourné le reportage, la série elle est bien faite, que ce soit au niveau de la photo, que ce soit au niveau du cadrage, même le montage il est super bien fait. Franchement, félicitations à l'équipe Mkouk pour le beau travail qu'elle a fourni. Ils ont été reçus ici sur ce même plateau et c'est vrai que le même effet, le même impact sur le téléspectateur également. Voilà. Oui, encore des jeunes. Et maintenant, vous savez que monsieur va prendre ses vacances, entre guillemets, à partir de demain. Ce n'est pas seulement des vacances. Les cinéphiles. Non, mais pas seulement, parce que c'est un projet. J'aimerais bien que vous voilà. puissiez en parler. C'est pour partir en Tunisie demain. C'est pour partir en Tunisie le jeudi, Inch'Allah. Ça sera dans le cadre d'un projet qui s'appelle Cinefabrica. C'est un projet qui a été initié par Dima Cinéma, une association algérienne, en collaboration avec la Fédération tunisienne des ciné-clubs. Le principe, c'est de regrouper des ciné-clubs algériens et des ciné-clubs tunisiens, afin de travailler sur l'élaboration d'une sorte de feuille de route qui va permettre de mettre en place un mécanisme et un processus de gestion d'un ciné-club. La cerise sur le gâteau, il faut dire, ça sera où exactement en Tunisie? Ça sera en Tunisie, à Hammamat, oui. On va essayer de prendre... Joindre l'utile à l'agréable. Voilà. On a compris. Voilà. En même temps, par la question que je vais poser, j'aimerais bien qu'on envoie les images de Sinuvert. Voilà, je n'ai pas bien saisi concernant la plateforme. En quoi consiste exactement, je dirais, cette rencontre et entre les différents ciné-clubs? Voilà, on voit là, c'est Sinuvert, on voit un petit peu les images concernant je dirais, l'actualité de Sinuvert. Mais en dehors, parce que pour revenir, ça j'ai beaucoup aimé, Albibak de oui, Schwarzenegger, voilà, parce qu'il y a eu un moment donné où il y a quelques problèmes, c'était votre retour. Voilà. C'était bien souligné. Ça, c'était à Dar Abdelatif. On avait organisé une journée, il y avait une projection plus l'exposition du moustache. Il y a eu plusieurs... Ça c'est Mohamed Zinat, non? Oui, ça c'était à la salle Mohamed Zinat. Tout ce qui est projection, débat comme... Et là on voit votre compère, c'est-à-dire Nabil, qui est voilà. Il est déjà venu à plusieurs reprises d'ailleurs. J'ai pu interviewer un peu. Et Bachir Deraïs en avant-plan.
Oui, Hein. oui, oui. On reconnaît sa silhouette parmi les présents. Exactement. Bah, c'était pour revenir un petit peu sur la plateforme, parce que bon, ces rencontres entre tuniso-algérienne ou, voilà. ou algéro Bon, là, c'est la première phase, c'est votre départ. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une deuxième phase, une troisième, où ça sera les Tunisiens de leur côté. Deuxième phase, ce sera les Tunisiens, ce sera les ciné-clubs tunisiens qui vont venir ici en Algérie. La lecture, outre les projections, c'est en quoi consiste exactement ces rencontres? Ça va au-delà des projections, ça va tout ce qui est organisation. L'organisation, le système de projection, parce que chaque ciné-club travaille dans une salle, active dans une salle qui a un matériel de projection qui est assez différent. Il y a plusieurs matériels de projection, donc il faut maîtriser tous ces outils déjà. Le type de programmation, on peut aller sur une programmation, comment dire, un peu intuitive. Sur le coup, genre, on va improviser. Selon les coups de cœur. Selon les coups de cœur. Excuse-moi de te tutoyer, vu ce que tu es en train d'énumérer, j'ai plus l'impression que c'est un cycle de formation, quoi. Une formation en quelque sorte. Quoi. Il va y avoir une partie théorique. Donc, on aura toute la théorie qu'il y a derrière la gestion d'un ciné-club. Ça va de la création jusqu'à la réalisation d'un événement particulier en passant par toutes les étapes habituelles qui sont les projections hebdomadaires ou autres. Et après, ça va à la maîtrise des techniques. À travers un échange d'expériences personnelles. Donc, il y aura même des professionnels, il y aura des professionnels bien sûr, qui vont encadrer un peu tout le flux d'informations qu'on va recevoir. Ça se professionnalise de plus en plus. Oui, et il y aura la partie pratique après. Parce que le but, c'est de sortir avec un acquis réel et de mettre en place une feuille de route qui puisse permettre à ceux qui veulent créer des ciné-clubs qui peuvent s'en inspirer, l'utiliser. Je ne sais pas, je comptais aussi rendre hommage un petit peu aux personnes qui ont un petit peu initié, je dirais, ce contact avec la Tunisie. Mais bien sûr. Personnes qui s'appellent... je remercie d'ailleurs l'équipe de Dima Cinéma. Il y a Leïla, il y a Amin, qu'on remercie énormément. C'est eux qui ont beaucoup plus initié ce projet. D'ailleurs, le projet est né déjà l'an passé, lors des rencontres cinématographiques de Béjaïa, où il y a eu les membres de la Fédération tunisienne des ciné-clubs qui sont venus, qui ont assisté à la première réunion du réseau national des ciné-clubs algériens, parce que c'est lors de ces rencontres qu'on a pu se retrouver entre ciné-clubs algériens. Il y avait de partout, il y avait de Mascara, de Tlemcen, de Sétif, de Annaba, Borj Bouariraïj et tout. On s'est tous retrouvés et c'est de là qu'est née cette initiative. J'aimerais savoir, tu avais répondu la dernière fois à cette question, je pense, en quoi consiste ou en quoi l'utilité d'un ciné-club pour la promotion du cinéma algérien? Cette plateforme, quelle est l'action que tu penses pouvoir mettre en application pour aider, ou je dirais, constituer une plateforme pour promouvoir le cinéma algérien? Pas seulement les projections, je suppose, parce que ça, c'est le fruit de tout le monde. Je pourrais, c'est la première des choses. Hein, oui, la projection, c'est clair, d'accord. Déjà donner de la visibilité, c'est un premier pas. Cinéma, parce que là aussi, où c'est pas, bon, je dirais c'est pas facile pour vous, parce qu'il y a les lieux de projection, les cinémas. Ça, c'est le plus grand problème. D'accord. Mais outre cette visibilité, quelle est, je dirais, l'action que vous préconisez, je dirais, quand je dis vous, je parle de vous, c'est-à-dire tous les adhérents et ceux qui gèrent Cinuvert, quelles sont ces actions que vous préconisez? Outre, bien sûr, l'action principale, la projection d'un film. Est-ce qu'il y a des actions qui vous sembleraient utiles, pas peut-être pour l'instant, pas encore, mais utiles pour constituer, je dirais, cette plateforme de promotion pour le cinéma algérien? Permettre justement la création du contenu cinématographique. Ça, c'est le projet à venir, Inch'Allah. Maintenant, on aimerait bien que, grâce à Cinuvert, on puisse mettre en contact plusieurs acteurs du domaine cinématographique afin de, pourquoi pas, former une équipe qui soit propre à nous et de créer un contenu cinématographique. Et voilà, on essaiera d'évoluer là-dessus.
Dernière question, je suppose que... Et il y avait, c'est-à-dire que tout de suite, les premières décennies après l'indépendance, il y avait des ciné-clubs qui ont joué ce rôle de promoteur du cinéma algérien ou de plateforme de dialogue avec le public, parce que les réalisateurs étaient au contact de leur public tout le temps. Directement, oui. Directement, et ça c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est un regard. On essaie de comprendre les repères. Et... Le contexte était particulier juste après, il y avait le contexte, et il y avait le rôle, je veux dire, primordial de la cinémathèque, avant, bien sûr. Parce qu'à l'époque, on considérait l'Algérie comme la Mecque des révolutionnaires, il y avait tout le cinéma africain, bien sûr, il y avait tout ce regard, cinémathèque, tout, mais le contexte était particulier. Puis il y a d'autres contextes, comme le cinéma évolue, la société évolue, il y a d'autres besoins, il y a un autre regard pour le cinéma algérien. Quand vous interviewez ou vous interrogez les personnes, c'est-à-dire le public lambda, les Algériens, ce qu'ils espèrent, ce qu'ils vous envoient, c'est ce qu'ils voudraient, je dirais, voir, c'est plutôt des films qui leur parlent. Quand j'ai dit des films qui leur parlent, qui retracent, qui mettent en avant la société allemande, pour s'identifier. Ils ont besoin de s'identifier. C'était sans être je dirais, un peu critique. Certains veulent. Bon, ils en ont marre un petit peu des films qui glorifient les choses, je veux dire des films... Vous devez voir des films qui parlent avec les mêmes scénarios. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait qu'une seule catégorie, le film historique, entre autres. C'est vrai que notre cinéma, le cinéma, il est né où? Il est né dans les maquis, notre cinéma. Bon, c'est des films révolutionnaires et tout, il y a des films qui marchent. Regardez, on va revenir, c'est la question que je voulais vous poser, c'est les films qui ont été projetés au Festival de Cannes à travers la quinzaine des réalisateurs, je veux dire la semaine critique et la quinzaine des réalisateurs, de films qui parlent de la société algérienne, qui parlent d'une histoire. Bien sûr, ils prennent ça d'une histoire qui est passée à peine il y a 10 ans, 15 ans, qui retrace. Il y a des gens qui veulent qu'on leur parle de leur quotidien, ce qui se passe actuellement. Il y a des gens qui veulent qu'on les fasse rêver un peu. Ça aussi, c'est le rôle. Ça manque au cinéma cinéma algérien, bien sûr. aussi. Des comédies. Moi, la dernière comédie, je le répète, que j'ai pu voir, que j'ai appréciée d'ailleurs, c'est celle de l'ISLM, Mascarade, ce que j'appelle. On revient un petit peu aux sources qu'on appelle les comédies satiriques, un petit peu. Qui valent ça, voilà. Mais depuis... Quelle est la comédie? Karim Moussaoui, par exemple, est né d'un ciné-club. Exactement, il a fait même un film qui certains n'ont pas, mais l'exercice en lui-même est novateur, parce que l'exercice en lui-même, il le fait, c'est une nouvelle vision du cinéma algérien. Il a coupé avec les codes, dans ce qui concerne le scénario et la réalisation. En attendant les Hirondelles, bien sûr, vous faites allusion à ce film-là. Mais il est né d'un ciné-club. Il a commencé par Petit Déjeuner, il a continué. Donc une série de ciné-club. Oui, mais il a commencé par animer un ciné-club. Oui, c'est ça qui a nourri un petit peu son... Voilà, elle vous lance la pêche un petit peu, vous avez commencé par un ciné-club. Il va finir Pourquoi pas un film? Alors voilà. Film. Elle voudrait jouer dans ce film-là. Avec plaisir, avec plaisir. Je veux bien. Mais tu sais, le problème récurrent ici en Algérie, pourquoi un ciné-club est vraiment utile. Tu sais, en Algérie, la distribution de films algériens doit passer par plusieurs étapes. Oui. Et c'est un acheminement qui est super lent. Ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre ou qui a la patience d'attendre et de passer par tout ça. Parfois, il y a plusieurs personnes qui abandonnent en cours Les distributeurs ont abandonné le métier, effectivement. Oui, il en reste très peu. Parce que je comprends, c'est vrai, il ne faut pas oublier. Vous avez dit, c'est le cinéma, en général, c'est une industrie. C'est un cinéma qui doit faire rêver, il y a des accents. Mais c'est un cinéma aussi qui doit rapporter un peu d'argent parce qu'il y a des gens qui vivent de ça. Vous avez des métiers du cinéma, vous avez des gens, la maquilleuse, le directeur photo et tout ça, à un moment donné. Sinon, mais il n'y a pas de retour sur investissement. On revient encore à la fameuse question, notre cinéma vit seulement à travers les festivals. Les projections. On entend parler d'un film algérien, je parle des films algériens, je ne parle pas d'autres films, seulement à travers un festival. Pour certains films, les projections. Vous avez des films comme Les Bienheureux, où les gens passent et pourquoi pas, il est en train de passer à la cinémathèque. Il y a des salles qui vont. En plus, le système en lui-même a changé. On ne peut plus parler de salles, il faut parler de multiplex, c'est ça. Et pour revenir à ce que je disais, là où il y a beaucoup de films, comme on dit, regardez la Tunisie. Vous allez partir demain en Tunisie, vous allez voir, il y a un multiplex, 2 même, je ne sais pas. Vous avez un film qui a fait fureur, qui était classé numéro 1 au box-office, c'était un film tunisien. Il y a un retour sur investissement. Je parle de cinéma, il fait vivre, projections, et tout cela rapporte de l'argent. On peut faire d'autres films, voilà, c'est tout. Et oui, effectivement, de toute façon, c'est vrai que le propre du cinéma ou le propre d'une création cinématographique, c'est de susciter le débat,
de susciter une réaction et ça ne peut pas rester au niveau du réalisateur. Et donc, Dieu merci, on a les ciné-clubs. Cinuvert nous aide justement à offrir ce tremplin aux réalisateurs, aux amateurs de cinéma. Et merci de continuer. Merci. Merci aussi d'avoir été parmi nous ce matin. Je vous remercie pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Mais on vous attend pour la prochaine, à votre retour de Tunisie. Avec des images. On ne va pas déroger à la tradition, on continue. Merci beaucoup Nabil. De rien, à la prochaine. Allez, à mardi prochain. Mardi prochain, Inch'Allah. Très bien. Je vous lance une perche. Mardi prochain, c'est un Italien qui sera mis en valeur. C'est l'Institut italien qui invite un cinéaste qui sera présenté par un passionné. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je vous laisse un petit peu fouiner. Passionné par bah voilà, c'est qui? C'est Dr Amalou, je pense. Je ne sais pas. Non, ce n'est pas ce nom-là. En tout cas, l'information au complet, on l'aura la semaine prochaine. C'est quoi? C'est Roberto Benigni qui est réalisateur. En tout cas, voilà, c'est une perche que je vous tends par rapport à la semaine prochaine, qui sait. En tout cas, la projection aura lieu le mardi. Ça, c'est la perche tendue par Amel pour faire le sujet, je sais. Voilà, en tout cas, Amel nous invite tout à fait. Mesdames, Messieurs, donc notre petit bonhomme de chemin se poursuit dans Bonjour d'Algérie. Tout de suite, on va découvrir de petits bambins qui, eux, ont été mis en valeur par Feria El Hamdi, qui a assisté à une exposition qui met en valeur leurs ouvrages, une exposition abritée par le MAMAL, donc le musée d'art contemporain, d'art moderne. On va voir un petit peu de quoi il retourne, puisque nous allons juste après évoquer la question de la journée de l'enfant africain qui aura lieu le 16 juin prochain. À tout de suite. Des artistes, des œuvres, des enfants. Une histoire de transmission. Et le thème de l'exposition des ateliers de création plastique initié par le Musée public national d'art moderne et contemporain d'Alger, qui ont concept la transmission d'un patrimoine artistique porté par les artistes algériens, nés dans les années 30, 40, 50 jusqu'à aujourd'hui. Futures générations, futurs créateurs et créatrices. Préserver et pérenniser ce capital esthétique, témoin de notre histoire. Il est primordial d'y familiariser les nouvelles générations, notamment les enfants, en les initiant à la découverte de l'art algérien. De ce point de vue, la pratique artistique est la meilleure porte d'entrée pour cet élément essentiel de la culture du patrimoine qu'est l'art. Le but est d'établir un contact réel entre les enfants et l'art de nos célèbres artistes peintres par le biais d'ateliers de création. Cet atelier de création permet d'apprendre des notions de base en art visuel et d'explorer différentes techniques, mais surtout de découvrir les tableaux de grands maîtres. L'exposition se déroulera jusqu'au 5 juin. Avis aux amateurs. Voilà, c'était notre petite transition pour accueillir Khadija Dahmani. Bienvenue. Bonjour, bonjour amis spectateurs, merci beaucoup pour l'invitation. Vous représentez l'ONCI, l'Office national de la culture pour la culture et l'information aujourd'hui, qui s'intéresse de très près à l'enfance cette semaine, puisque nous célébrons le 16 juin prochain la journée de l'enfant africain, c'est bien cela? Effectivement, donc le programme destiné au jeune public, c'est vraiment la part de lien, comme on dit, donc par rapport à tout ce qui est programmation artistique et culturelle à l'ONCI. Donc ce mois-ci, c'est le mois de l'enfance, donc on a fêté il y a quelques jours le premier, la journée internationale de l'enfance. Et l'enfance africaine donc, sera fêtée également donc, ce 16 juin. Donc, plein de surprises qui se préparent. Évidemment, le grand retour d'Aqriqash, donc Qriqash qui a déjà commencé à faire sa tournée donc, nationale. Donc, plein de surprises qui se préparent. On va parler de ces surprises avec vous. Le temps de dire bonjour à M. Ahmed Grigarsen, qu'on avait annoncé tout à l'heure. Bonjour aux téléspectateurs. Qui, lui, va nous parler de l'actualité des astres. Exactement. On va parler de Jupiter. Jupiter en particulier. Exactement. Très bien. On commence peut-être par Jupiter, si vous le permettez. Si vous voulez, oui. Si mais juste une question, est-ce que actuellement les astres influencent-ils le climat sur Terre?
Non, non, bien sûr que non. Non. Non, non, bien sûr que non. Non. Ça, c'est la conception scientifique antique. De l'influence des astres et des planètes, parce qu'ils considéraient qu'à partir de la Lune, c'est le même monde, c'est le même univers, donc il y a une interférence. Marée haute, marée basse, par exemple, ça c'est vrai, il y a une influence. Il y a une influence quand même. Mais maintenant, pour tout ce qui est climatique, c'est l'atmosphère, c'est le mouvement de l'air dans l'atmosphère, et ça, il n'y a pas d'influence, il n'y a aucune influence. Très bien. J'ouvre juste une parenthèse, justement, pour exprimer toute la compassion de Canal Algérie et son équipe aux victimes et à tous ces sinistrés de Janet qui ont subi ces crues et ces pluies vraiment qui ont été vraiment... Il y a eu beaucoup de dégâts, qui ont provoqué énormément de pertes. Exactement, et maintenant la société civile est en train de se mobiliser pour leur venir en aide, pour les assister, c'est très important. Absolument, et tout un mouvement de solidarité à leur tête, justement, à la tête de toutes ces institutions et associations, le Croissant Rouge, qui a déployé tous les moyens nécessaires pour venir en aide aux populations sinistrées. Voilà, je referme la parenthèse. Et on parle de Jupiter à présent. Et donc Jupiter, c'est l'occasion pour ceux qui veulent regarder le ciel, c'est la grande occasion pour voir la plus grande planète qui est dans le système solaire, qui est Jupiter. Parce que ces jours-ci, cette semaine, Jupiter va être en opposition avec le Soleil, il va être au plus près de la Terre, et donc on aura l'occasion aussi de voir 4 de ces 79 lunes, de ces 79 satellites. Donc, pour ceux qui sont un peu plus patients, ils pourront le voir pendant tout le mois. Et ça, c'est les dimensions des différents satellites. Les 4 plus gros satellites sont ceux de Jupiter, troisième colonne à partir de la gauche. Et on voit qu'elles sont plus grandes que notre lune. C'était vrai. Donc à droite, c'est la lune de la Terre, à gauche, c'est la lune de la Terre. Elles sont plus grandes. Donc il y a Ganymède, il y a Europe, il y a Io, il y a Callicio, je ne sais plus. C'est vrai que elles sont grosses. Ça, c'est et en plus, Jupiter, comme c'est la planète la plus massive, donc elle a collecté le maximum de satellites. Elle en a 79. Très bien. Donc par rapport à la Terre qui n'en a qu'un seul satellite qui est la Lune. Ça, c'est la position de Jupiter au ciel. Donc elle sera dans la constellation Ophiuchus. Et donc c'est au sud, en sud-est et sud-ouest qu'on va observer Jupiter. Ça, c'est la position. Donc on voit aussi à gauche Saturne et Pluton. Et donc on pourra voir Jupiter à l'œil nu. C'est une grande occasion parce que Jupiter va être au plus près. Ça, c'est une photo qui a été prise le 8 juin au sud de la Slovaquie, où on voit le Jupiter qui est le point le plus lumineux à droite. Donc c'est une photo réelle. Donc on pourra voir Jupiter à l'œil nu. Maintenant, pour ceux qui veulent regarder à travers satellite ou jumelles, bon, les gens qui sont équipés, ils peuvent utiliser leur équipement. Sinon, ils peuvent se rapprocher des associations et clubs d'astronomie qui sont... il y a une flopée maintenant en Algérie, on est tout fiers, on en a presque une centaine. Ils ont une journée à célébrer le 8 juillet, donc c'est la journée des étoiles. C'est le mois en fait, c'est le mois de juin qui a plein d'événements. Jupiter sera encore visible à ce moment-là? Oui, c'est tout le mois. Pendant tout le mois, on pourra voir Jupiter. Donc c'est l'occasion jamais d'observer Jupiter et aussi de susciter les vocations, c'est les plus jeunes. Ça, c'est en termes de distance. Parce que maintenant, Jupiter est au plus près de la Terre, il est à 641 millions de kilomètres de la Terre. Le maximum, c'est 700 et quelques, le minimum, donc on est au minimum maintenant, comparé à la Terre. Donc c'est pour ça que c'est tous ces avantages qu'on a qui font que Jupiter est maintenant visible. Et la planète, c'est la grande occasion d'observer Jupiter. Il faut en profiter au maximum. Jupiter qui a toujours intrigué et les cinéastes, et parce que avec ses couleurs et aussi cette cette nébuleuse qui lui tourne autour, c'est tous ces satellites qui l'entourent. Cet anneau d'ailleurs, elle se démarque. Voilà. Donc, en fait, c'est l'une des protections de la Terre, Jupiter, parce que c'est la planète la plus massive. Donc, quand il y a quelque chose qui vient du ciel, l'un des boucliers de la Terre, c'est Jupiter, parce que l'attraction de la planète qui est massive fait que ces pierres, ces rochers tombent sur Jupiter avant d'arriver. Bien sûr, il y a le Soleil aussi qui fait effet de bouclier, puis il y a une autre lune aussi qui fait effet de bouclier. Donc on est vraiment protégés. On est là. Heureusement. Et merci de nous rassurer, de nous raconter des histoires des sables. C'est rassurant. Parce qu'on ne connaît pas, effectivement, on ignore tout cela et on se dit, il se passe des choses dans le ciel. C'est important, c'est très important d'observer le ciel.
Merci beaucoup, Ahmed Guégassen. C'était important quand même de rappeler C'est aux l'événement passionnés. aussi au mois de juillet, on va avoir aussi une éclipse lunaire, donc partielle, qui va être visible aussi en Algérie. Donc ça va être autour du, je pense, le 16 juillet. Donc il y a aussi un autre événement qui est aussi important, c'est l'éclipse de la Lune qu'il faut observer. Et tout au long du mois, les gens peuvent consulter sur Internet, il y a plein d'événements comme ça. Jupiter, la conjonction Jupiter-Soleil-Terre, donc c'est parce qu'ils sont alignés maintenant, c'est un événement très important, mais il y a d'autres événements pour les gens curieux. Il y a aussi un trigone qui va se former entre Jupiter, la Lune et Vénus, je crois. Il y a plein d'événements comme ça. Et puis c'est l'éclaircie, c'est l'été. Donc c'est l'occasion. C'est l'occasion d'observer le ciel et c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de pollution. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent pendant l'été et ça permettra d'avoir un ciel assez clair et dense en termes de... Il faut penser aux enfants, il faut susciter les vocations. Oui, tout simplement. les encourager peut-être même à fréquenter les clubs. Oui, c'est important. Voilà, d'astrologie, pourquoi pas. D'astronomie. D'astronomie. L'astrologie, c'est autre chose, c'est les signes. Surtout pas. Non, surtout pas. Oui, surtout qu'il représente quand même le ministère des Affaires religieuses et des WARF. Je viens maintenant avec la casquette de chercheur en astronomie. De chercheur en astronomie, mais c'est quand même pas le moment de faire des... Voilà, d'aller sur un autre terrain. En tout cas, on ne va pas éclipser, pour rester dans le jargon justement des astrophysiciens, ce qui va se préparer pour les enfants en matière de programmation au NCI. Donc on parlait de cette journée, ou plutôt du mois consacré à l'enfance. Qu'est-ce que vous avez concocté comme programme? Racontez-nous. Avant de répondre à ta question, donc c'est justement, donc, dernièrement, on a déjà lancé le planétarium. Donc, très bien. C'est le premier planétarium géré par l'Office national de la culture et de l'information et c'est un effort justement pour associer tout ce qui est scientifique à tout ce qui est culturel et on va dire attractif un peu, surtout pour le jeune public. Donc il parlait... le planétarium se situe où? C'est pour ceux qui nous regardent au niveau du complexe culturel de Chenois. Chenois. Donc c'est à Tipaza, c'est pas très loin. Donc c'est à Tipaza. Donc c'est la plage, c'est pratiquement sur la plage de Chenois. C'est très facile à repérer. C'est pas loin, c'est pas loin d'Alger. On peut programmer une journée plage et planétarium en même temps. Pratiquement, il y a une moyenne de 3 séances par jour. Donc il y a des films pour enfants, il y a aussi des films pour je dirais pour ados, et aussi pour adultes. Donc c'est des films scientifiques, c'est des films d'animation, donc qui vont dans ce but d'inciter donc le public à s'intéresser et à découvrir les mystères du ciel, donc à travers une activité, on va dire cinématographique, si ça se dit. Donc c'est le programme Cinéplanète. On a un autre programme qui s'affiche à l'instant à l'écran. Donc est-ce que vous pouvez un petit peu... C'est toujours le planétarium? Ça c'est les films. Donc c'est 3 films qui passent pour la première quinzaine du mois de juin. Donc au niveau du planétarium de Chenois. Donc j'invite vraiment tout le monde à y aller. Justement, c'est très intéressant. Donc c'est magique. Donc, et si on veut s'enquérir de ce programme, y a-t-il une plateforme sur le net, un site où on rentre sur le site de l'ONCI? Oui, justement, c'est le site ONCI qui a été renouvelé, qui a été refait dernièrement pour justement pour satisfaire les besoins du public. Donc c'est l'onci.dz, donc onci.dz. Très facile à retenir en tout cas. Oh oui. Très facile à retenir. Et donc il y a cette programmation donc du côté de Chenois. Et Alger, qu'en est-il? Alger, donc il y a le programme national, donc si on parle de l'enfance, donc on est en plein mois d'enfance, donc il y a toutes les salles gérées par l'ONCI, parlant de Constantine, le Grand Zénith, donc la salle Ahmed Baya Constantine, la salle Saada Oran, le complexe culturel Abdelwahab Salim à Chenois. Donc sur Alger, on a 2 salles, donc il y a la salle Atlas Abab Loued, mais il y a aussi en partenariat avec l'APC de Sidi Mohamed, donc il y a je dirais un mois depuis le mois de Ramadan, donc on gère la salle Serra Maestra, donc qui se trouve à Messonnier, donc à Alger Centre. Donc il y a aussi la salle des Isères au niveau de Boumerdès. Et j'espère que j'ai pas oublié. Je sens que j'ai oublié quand même une salle. Non, ça va. De toute façon, on a donné le principal. Salle Kharata. Excusez-moi. Mais à partir du moment où on a donné un petit peu l'intitulé du site,
Il n'y a pas de Pratiquement, souci, vous allez trouver tous les programmes. Même si vous avez oublié ou omis quelque chose, c'est pas grave. C'est pas grave, on peut toujours retrouver l'information en intégrant le site donc de l'ONCI pour voir le détail de cette programmation avec les titres des films, etc. J'ai vu un clown là sur une image. Oui, voilà, c'est le grand retour donc, qui a été vraiment, moi j'étais émue. Moi je pensais qu'on va retrouver le public, les nostalgiques et tout ça, mais même la nouvelle génération qui c'est vraiment... donc il y avait une interaction magnifique, c'était au niveau de la salle Serra Maestra et c'était... Il a toujours su parler aux enfants. Oui, il a toujours su animer des salles où, où il y avait un parterre d'enfants essentiellement. Et c'est vrai que les adultes, il les a séduits à travers le cinéma, à travers aussi la télévision. Mais c'est autre chose, c'est un autre contexte. Mais il maîtrise la scène, c'est un la homme de théâtre. C'est différent, c'est différent. C'était un tout autre personnage face aux enfants. J'ai eu l'occasion de le voir et c'était très émouvant, effectivement. Oui. Voilà. Et donc, oui. Si vous permettez de rebondir sur le planétarium, c'est quelque chose de très important parce que le planétarium, c'est quoi? C'est visualiser le ciel tout le temps. Donc on ne va pas attendre la nuit pour voir les étoiles ou les planètes. On va pouvoir les voir, il y a des séances. Donc on va, en général, dans toutes les villes, il y a des planétariums. Donc maintenant, on arrive en Algérie à avoir un planétarium qui est comme ça fixe. C'est très important pour la culture scientifique. C'est un pas immense qui est fait. J'espère et je suis certain qu'ils vont, l'ONCI va bien gérer le planétarium de Chenois. Il va devenir un centre d'attraction pour tous les émules de culture scientifique. C'est très important. Et bien sûr, vous allez varier les activités, vous allez axer sur certains problèmes, donc tout dépend des saisons et tout. Il y a donc ça va être des magnifique. Partenariats qui se préparent avec des institutions scientifiques comme le CRAG, donc, pour organiser des événements qui vont accompagner ces projections et aussi des animateurs qui vont expliquer tous ces films scientifiques. Il y a aussi un projet pour c'est pour très très bientôt, donc un planétarium gonflable qui va faire la tournée parce que là l'Algérie c'est pas Alger, c'est pas Tipaza, donc afin de rendre accessible ce genre d'activité pour Nesnaf le Sud ou la Fcharq ou la Felgharb, donc un peu partout au niveau national. Donc il y a des efforts quand même qui se font et espérons que le public répondra à présent. Ah, mais ils répondent, ils sont demandeurs. Hein. Oui. Les enfants, les petits bambins, ils traînent leurs parents un peu partout dès qu'ils entendent parler d'une attraction, que ce soit du cinéma ou des jeux. Ils sont toujours vraiment à l'affût de ce type d'activité, d'attraction. Surtout parlons du cinéma d'ailleurs, donc il y a aussi l'événement Ciné Kids, donc on essaye aussi d'inculquer cette culture de cinéma parce que le spectateur, avec le petit enfant, à peine il grimpe le guichet et il achète son ticket et tout ça, malgré que c'est un ticket symbolique à 110 dinars parfois, mais c'est vraiment le spectateur de demain. Donc parfois on neshki ou chouïa pourquoi il n'y a pas assez de de public pour tout ce qui est cinématographique, et j'ai vu tout à l'heure vos invités donc concernant tout ce qui est cinéma et tout ça. Donc, justement, donc on essaye d'inculquer cette culture d'aller au cinéma. Donc, cinéma et théâtre. Il y a aussi plusieurs pièces théâtrales qui ont été programmées, donc on peut toujours visiter le site pour avoir le détail. ONCI.dz. Voilà, ONCI.dz, mais il y a énormément de pièces de théâtre vraiment qui s'orientent vers la les petits boutouls et la jeune génération. Merci en tout cas de nous avoir permis de savoir qu'il y a toute une programmation durant ce mois dirigée dans ce sens. Merci Khadija Dahmani et merci aussi Ahmed Griga Hassem. On vous retrouvera la semaine prochaine, Inch'Allah, dès que possible. Merci et merci également à tous ceux qui nous ont